Il est 20h, bonsoir à tous. À la une ce soir, une crise économique sans précédent au Royaume-Uni, chute record du PIB, des centaines de milliers d'emplois détruits. On retrouvera Maryse Burgot en direct de Londres. Le désarroi de l'industrie du spectacle, de nombreuses salles pourraient mettre la clé sous la porte. Des emplois sont menacés et pourtant le chômage continue de baisser en France. Un recul en trompe-l'œil, nous dira Julien Duponchel. Marseille et Paris sous la menace de nouvelles restrictions. Un décret pourrait permettre dès demain au préfet de fermer les restaurants et de limiter les déplacements dans ces deux villes. Le virus y circule activement. Nos forêts sont en danger à cause de la sécheresse. Le réchauffement climatique tue les arbres par milliers. Chênes, hêtres, épicéas meurent de soif. Reportage dans le massif du Jura où il y a urgence. Et puis des vacances tout près de chez vous. C'est une tendance cet été à cause de la crise sanitaire. Il y a parfois, vous le verrez, de jolies surprises à quelques kilomètres du domicile. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. D'abord donc, l'effondrement de l'économie britannique. Déjà fragilisé par le Brexit, le pays vit une récession historique. Le PIB a chuté de plus de 22% au premier semestre. C'est un record. Plus de 700 000 emplois ont été détruits en 5 mois. Sur place, Maryse Burgot, Charline Madini. Des villes désertes, des rues vides, des pubs fermés, des usines à l'arrêt. À cause du confinement, le Royaume-Uni subit aujourd'hui la plus sévère récession de son histoire. Plus de 22% de contraction du PIB au premier semestre. Par comparaison, la France s'en sort un peu mieux avec près de 19%. Le ministre des Finances britannique n'essaie même pas de minimiser cet effondrement de l'économie. Des milliers de gens ont déjà perdu leur emploi et ce n'est pas fini. C'est très triste. 730 000 emplois détruits depuis le mois de mars. Un choc dû en partie à un confinement plus tardif et donc plus long que dans n'importe quel autre pays développé. Et malgré la levée de ce confinement, sur ce marché de Londres, les clients restent rares. J'ai 2 salariés en chômage partiel, mais je ne vois pas quand ils reviendront. Je n'ai juste pas de quoi les payer. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique repeint les murs devant les caméras, histoire de montrer la mobilisation de l'État. Mais les milliards de livres sterling injectés pour sauver les emplois ont à peine amorti la débâcle. Dernière trouvaille pour faire revenir les consommateurs, le Eat Out to Help Out, placardé sur les portes des restaurants. Traduction, sortez dîner pour aider. 3 jours par semaine, 50% de réduction sur les notes de restaurant, dans la limite de 11 € par personne. De lundi à mercredi, on a réservé pour profiter des 50%. Et beaucoup de gens vont faire ça à Londres. L'État compense le manque à gagner pour les restaurateurs et cela fonctionne. Un peu plus de monde sur les terrasses cette semaine. Bonsoir Maryse Burgot, on vous retrouve en direct de Londres. On vient de le voir, le Royaume-Uni souffre. Quelle est la situation économique dans les autres pays européens ? Eh bien, Julien, le plongeon concerne en fait toutes les économies européennes. Et si vous prenez l'Espagne, par exemple, eh bien, elle s'en sort encore moins bien que la Grande-Bretagne. Et la France et l'Italie, vous avez là aussi des indicateurs qui sont aussi très inquiétants. En fait, il n'y a guère que certains pays du nord de l'Europe qui s'en sortent mieux, l'Allemagne ou encore l'Autriche, parce que ces pays ont confiné leur population un peu moins longtemps. Et vous savez, les indicateurs donnés par la Commission européenne sont très mauvais. Ils prévoient une crise encore plus brutale que celle qui avait été indiquée. Finalement, les 2300 milliards d'euros injectés dans les économies européennes n'ont pas suffi à amortir le choc. Merci beaucoup Maryse. En France, le plan de relance de l'économie se précise. Il y aura 3 milliards d'euros pour le soutien au financement des entreprises, principalement les PME. Annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire en marge d'un déplacement au Pays Basque cet après-midi. Cette aide est vitale pour l'industrie du spectacle qui est à l'arrêt depuis le début de la crise. L'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au 30 octobre est un nouveau coup dur pour ce secteur qui emploie un peu plus de 200 000 personnes. Gérants de salles, producteurs, artistes ne cachent pas leur colère. Victor Frédéric avec Paul Montels et Jean-Michel Mière. Voilà près de 5 mois qu'aucun spectateur ne s'est installé dans les fauteuils de ce théâtre.
Ce propriétaire a choisi de ne pas rouvrir ces 2 salles pour l'instant, car pour respecter les règles sanitaires, il reste beaucoup à faire. On a décidé de tout casser et de mettre 3 toilettes à la place d'une pour que les gens aient moins l'occasion de se croiser. Des travaux nombreux, mais dans le même temps, aucune rentrée d'argent. C'est une perte de 20 000 euros par mois au moins. 20 000 euros par mois sur les 6 derniers mois, c'est 120 000 euros sur l'année. Et lorsqu'il rouvrira, il devra faire avec de nombreuses règles. Un siège entre chaque groupe de spectateurs, pas de public debout dans la fosse et le masque obligatoire en cas de déplacement. Des règles contraignantes, surtout pour les grands événements. 5 000 spectateurs maximum, une limite qui vient d'être prolongée jusqu'au 30 octobre. Résultat, les concerts de Mathieu Chédid à Lyon, du rappeur Roméo Elvis à Paris ou encore d'Alain Souchon à Strasbourg, déjà reporté une fois, pourrait l'être à nouveau ou même annulé. Un casse-tête pour les producteurs. Mais je les reporte à quand? C'est dépendant de l'activité des artistes. Ensuite, on va avoir des embouteillages. Toute la saison de festival de 2020 a été quasiment intégralement reportée à 2021. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les nouveaux artistes. Une situation critique pour tout un secteur qui demande de l'aide au gouvernement. 300 millions d'euros pour sauver leurs entreprises. Sans cette enveloppe, on estime qu'une entreprise sur 2 va déposer le bilan dans les 6 mois qui viennent. Au total, la crise pourrait coûter plus de 22 milliards d'euros aux acteurs de la culture. Face à leur colère, Roselyne Bachelot vient d'annoncer qu'elle recevrait les représentants du secteur dès la semaine prochaine. C'est dans ce contexte que l'INSEE a publié aujourd'hui ses chiffres du chômage, baisse de 0,7 points au second trimestre. On va en parler avec Julien Duponchel qui nous a rejoint. Julien, a priori c'est une bonne nouvelle, mais c'est un recul en trompe-l'œil. Oui, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs méthodes de calcul. Dans ce cas précis, il ne s'agit pas du nombre de personnes inscrites à Pôle emploi, mais d'un relevé établi par l'INSEE sur la base de 3 critères. Une personne au chômage, selon l'organisme, doit être sans emploi. Elle doit être également disponible pour travailler rapidement et en recherche active. Problème, pendant le confinement, certains ont dû garder leurs enfants. Ils n'étaient donc plus disponibles. Rechercher du travail était également quasi impossible face à des entreprises fermées. Cela fait donc beaucoup de monde qui sort du chômage en trompe-l'œil. Donc, à vous l'INSEE. Faut-il en conclure que le chômage va augmenter dans les prochaines semaines ? En réalité, il a déjà augmenté. Regardez cette courbe, c'est les chiffres de Pôle emploi cette fois-ci. C'est l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, ceux sans aucune activité. Et on le voit bien, elle augmente en 2020, plus 23,2% entre le premier et le deuxième trimestre. En tout, selon l'UNEDIC, 900 000 destructions d'emplois sont à prévoir d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions. On en vient au dernier chiffre du Covid-19. Avec cet éclairage, regardez sur les principaux lieux de contamination. 23% des cas dans des regroupements familiaux et amicaux, 24% dans les entreprises. Réunions, déjeuners, pauses entre collègues, le tout dans des espaces fermés. La vie en entreprise est potentiellement un nid à cluster. Faut-il prendre de nouvelles mesures, imposer le masque ? Catherine Rougerie, Radija Adar-Ezig et Noé Salem. Bureaux partagés, usines, ateliers, abattoirs, autant de situations potentiellement sources de contamination. Actuellement, 182 foyers d'infection recensés dans les entreprises, soit près d'un foyer sur 5. Que font les entreprises pour protéger leurs salariés ? À Toulouse, depuis sa réouverture en mai, ce garage désinfecte chaque voiture avant toute réparation et dans l'atelier port du masque obligatoire. Il y a des postes de travail qui sont communs. Donc si un de mes collègues de travail venait à rentrer dans mon espace, c'est là le problème de la proximité. Donc le masque, il faut le mettre tout le temps. Face à l'épidémie, le patron ne veut prendre aucun risque. Ça coûte beaucoup plus cher de fermer l'entreprise que d'acheter des masques. On a peur de cette deuxième vague et on fait tout pour l'éviter. La deuxième vague, dans le quartier d'affaires de la Défense près de Paris, un risque bien intégré. Pour protéger ses salariés de nouveau au bureau après une période de télétravail, cette société de logiciels informatiques a mis en place toute une procédure. Nos visiteurs sont invités à patienter le temps que les visiteurs précédents quittent l'espace collectif. Et lorsqu'on est dans les espaces communs, le masque est toujours obligatoire. 1 mètre de distance entre les salariés. Et dans la salle de réunion, vous avez ce type de dispositif, aussi des plexiglas, pour limiter les contacts entre les personnes.
Enfin, en cas de doute, un référent Covid intervient. Alors, s'il y a une contamination, ce qu'il faut faire, il faut isoler la personne dans la salle d'isolement dédiée. Ensuite, il faut contacter le service de sécurité de l'immeuble, qui va ensuite se charger de contacter le 15 pour une intervention. Même après le déconfinement, beaucoup de sociétés ont poursuivi le télétravail. La fin des vacances et le retour sur site des salariés font craindre une amplification de l'épidémie. Des restaurants à nouveau fermés, les déplacements à nouveau limités. C'est le scénario qui pourrait se dérouler dans les prochains jours à Marseille et à Paris, deux villes où la circulation du virus s'intensifie. Dès demain, un décret pourrait permettre au préfet d'imposer de nouvelles restrictions si nécessaire. Jules Longchamp avec Mathilde Baron. Bars, restaurants, cinéma ou salles de spectacle, sous la menace d'un reconfinement dans 2 départements. Dès demain, Paris et les Bouches-du-Rhône passent en rouge, en zone de circulation active du virus. L'hypothèse de ces restrictions a été évoquée hier par le ministre de la Santé. Les préfets, en consultation, en concertation avec les élus, pourront être amenés, si la situation épidémique l'exige, à prendre de nouvelles mesures, comme des modulations d'ouverture de certains lieux, par exemple. Conséquence, dès demain, les préfets de Paris et des Bouches-du-Rhône auront la possibilité d'appliquer de nouvelles mesures, le cas échéant, comme la limitation des déplacements, la fermeture de certains commerces, comme les bars ou les restaurants, le port du masque obligatoire ou encore la protection des personnes âgées et handicapées. Des règles strictes qui divisent ces Parisiens. Ça serait peut-être une bonne chose pour éviter les propagations. Non, il ne faut pas que ça ferme. Hein. Ah non, parce que déjà la casse économique, au mois de septembre et d'ici la fin de l'année, ça va être catastrophique. Hein. Si c'est pour une question de santé, je vais dire non, ça ne me gênerait pas. Par contre, oui, c'est vrai que c'est un peu embêtant d'être en restriction. Si Paris et les Bouches-du-Rhône sont dans le collimateur des autorités, c'est que leur taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, sont parmi les plus mauvais de France. 62,1 à Paris, 47,3 dans les Bouches-du-Rhône. Le seuil d'alerte se situe à 50. Un taux d'incidence particulièrement élevé, en raison notamment de la hausse des contaminations chez les plus jeunes. Le relâchement redouté par les autorités se manifeste souvent sur les lieux de vacances et notamment sur la Côte d'Azur où le virus circule activement cet été. Plusieurs foyers de contamination ont entraîné la fermeture de lieux festifs à Saint-Tropez. La station balnéaire organise désormais des dépistages gratuits pour ses touristes. Théo Souman avec Jean-Pierre Perrin. À Saint-Tropez, le ciel s'est voilé. L'été est rattrapé par l'épidémie. Ici, les cas de Covid-19 sont 3 fois plus nombreux qu'ailleurs dans le Var. Et de plus en plus de touristes veulent se faire tester sur leur lieu de vacances. Là, il y a un brassage de population de la France entière et même des étrangers. Donc, il faudrait que ce soit plus accessible ou plus visible en tout cas de savoir où est-ce qu'on peut se faire tester. Pour faire ce test PCR, rapide et désormais gratuit, beaucoup se sont rués sur le seul laboratoire de la ville, qui a reçu jusqu'à 300 demandes de tests par jour, avec des tensions dans la file d'attente. C'était vraiment, on tirait, mon masque est tombé 2 fois, j'avais vraiment peur. On n'osait même plus sortir, aller chercher nos patients à jeun, parce qu'il y avait quand même dans l'accueil, il y avait des personnes à jeun pour faire des bilans de santé. D'habitude, on multiplie par 2 nos patients par jour, mais là, on a multiplié par 5, donc c'était débordé, on était débordés. Pour désengorger les 6 laboratoires du golfe de Saint-Tropez, les professionnels de santé ont obtenu l'ouverture d'un centre dédié au dépistage. Depuis lundi, ce gymnase accueille habitants, touristes et travailleurs saisonniers comme Jonathan Sétol, serveur dans un bar, qui a décidé de se faire tester chaque semaine. Est-ce que c'est aussi pour assurer votre patron et vos clients? Oui, tout le monde, exactement. C'est un tout en fait, c'est vraiment un tout. On peut toujours être infecté à tout moment, donc il faut le passer régulièrement pour être sûr. Les tests s'enchaînent, ici les salles sont nombreuses et certains patients semblent arriver directement de la plage. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes venu vous faire tester aujourd'hui? Parce que j'ai un ami qui s'est fait tester positif, donc j'ai appelé ce matin, on m'a dit qu'il y avait un centre ici, donc je suis arrivé en 5 minutes. Environ 500 personnes sont dépistées gratuitement chaque jour. Mais pour le médecin qui dirige le centre, il devrait y en avoir 2 ou 3 fois plus. Est-ce que vous appelez une cible en particulier à venir se faire tester maintenant? On appelle essentiellement les jeunes de 18 à 40 ans qui sont allés dans des établissements festifs, dans des bars, dans des restaurants, dans des plages. Il faut essayer de réagir vite pour vraiment casser la chaîne de contamination. Ce centre va fonctionner au moins 10 jours, un laps de temps décisif pour détecter les porteurs du virus et contenir sa propagation.
Alors qu'il se généralise dans l'espace public, le port du masque suscite une nouvelle fois des violences. Avant-hier, à Neuilly-sur-Marne, une infirmière a été passée à tabac par 2 adolescents à qui elle demandait de mettre la protection. Pourquoi ce bout de tissu cristallise-t-il à ce point les tensions? Témoignage recueilli par Nathalie Pérez, Ignacio Bornassin et Marc Félix. L'agression a eu lieu mardi, à Neuilly-sur-Marne, en plein milieu d'après-midi. À bord d'un bus, une jeune infirmière demande, poliment, dit-elle, à 3 adolescents de bien vouloir porter leur masque. J'ai eu une réponse qui était chargée d'une flopée d'insultes et de menaces, de mort, menaces de viol. Il m'a mis sa tête à 2 cm de mon visage en me hurlant dessus. Donc, personnellement, je me sentais physiquement en danger. Et à ce moment-là, je l'ai repoussé avec ma main. Et là, il m'a décollé une gifle avec une bonne partie de sa force. J'ai été complètement sonnée et là, ils s'en sont donnés à cœur joie. J'ai reçu des coups de pied en plein visage, des coups de pied dans le ventre. J'aurais pu mourir parce qu'ils sautaient littéralement à pieds joints sur ma cage thoracique et mon visage. Hospitalisée et très choquée, la jeune femme s'est vue prescrire 5 jours d'ITT. À leur descente du bus, 2 des 3 agresseurs présumés sont interpellés par des agents municipaux, 2 mineurs multirécidivistes. Tous les 2 sont très connus pour des violences aggravées, extorsion. Ils n'avaient pas envie de mettre le masque, malgré les conseils de la victime. C'était juste seulement un conseil de prévoyance, on va dire. Mais ils ont préféré la frapper et la rouer de coups plutôt que de mettre un masque. Des violences liées au port du masque désormais quotidiennes. Comme ici à Dijon, où un conducteur de tramway est violemment agressé pour avoir demandé de mettre un masque. Ou encore à Nantes, pour les mêmes raisons, des violences sur un vigile, images capturées par une caméra de vidéosurveillance. Insultes, incivilités plusieurs fois par jour, ce chauffeur de bus en région parisienne en témoigne. Tout à l'heure, à mon départ, j'ai demandé à un monsieur de mettre son masque et il s'est mis à râler dans sa barbe. Il est redescendu, il m'a jeté son masque à la vitre machiniste et il est redescendu en me faisant un doigt d'honneur. À Neuilly-sur-Marne, les policiers sont toujours à la recherche du 3e agresseur présumé de l'infirmière. Ce soir, les 2 mineurs ont été incarcérés pour violences aggravées en réunion. La politique, occuper le terrain, c'est l'obsession de Jean Castex. Depuis son entrée en fonction, le Premier ministre a multiplié les déplacements, 19 en un peu plus d'un mois. Volonté de décentraliser ou coup de com' pour cajoler les élus locaux. Astrid Mesmorian, Alexandre Pérou et Arantxa Belderrain l'ont suivi pour le 20h. Allez. Souriez surtout, hein. Y a-t-il une méthode Castex? Je pense qu'il faut, encore une fois, donner des facultés aux acteurs locaux de régler les problèmes locaux. Quand on prend les choses par le haut, ça reste toujours très théorique. Les grands discours, les gens n'y croient plus, on est d'accord. Dans son dernier grand discours à lui, pourtant, de politique générale, le Premier ministre se pose en défenseur de la France d'en bas. L'expression n'est pas de lui, mais il l'adopte et l'explicite. Je sais, pour la côtoyer tous les jours, qu'existe une France qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins. L'homme des territoires, du dialogue, l'image qu'il entend imprimer dans l'opinion, d'où son omniprésence, il s'est démultiplié sur le terrain, son leitmotiv. C'est à cette assistante sociale que vous avez décrit les souffrances, les violences que vous subissiez. Ce jour-là, Jean Castex est venu dans un foyer pour femmes battues. Il faut savoir ce qui se passe, il faut savoir écouter et bien entendu, dans le rôle qui est le mien, en tirer toutes les conséquences. Enchanté, on se serre pas la main. Non, on peut pas. Retour à Matignon. Ici, le nouveau Premier ministre, inconnu il y a 2 mois encore, semble moins à l'aise que sur le terrain. Vous commencez à prendre vos marques ici, une certaine routine s'installe. Le soir, non, il n'y a pas de routine? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas le mot que j'utiliserais, non. Comment décrire ce quotidien qui s'installe? C'est un quotidien actif et assez occupé, mais c'est normal. Le travail en extérieur me plaît davantage, mais l'autre est aussi nécessaire. Jean Castex, double inversé d'Emmanuel Macron, est choisi pour ça. Des airs bonhommes, un accent du sud-ouest, un style vieux jeu assumé, un brin rugueux. En quoi êtes-vous complémentaires, Emmanuel Macron et vous, très concrètement? Mais ça, c'est à vous de le dire et de le voir. Selon vous? Oui. Selon vous, en quoi êtes-vous complémentaires? On arrête là? Vous en avez marre? Oui. J'ai des photos aussi à faire. J'ai toujours pas fait de photos dis donc. Depuis ma prise de fonction. Son prochain défi d'ici 10 jours, le plan de relance de la rentrée avec un objectif, tenter de réparer
un quinquennat abîmé. L'actualité à l'étranger, le chaos en Biélorussie. 2 morts depuis dimanche dans des manifestations contre la réélection du président Loukachenko. Des milliers de personnes ont été arrêtées. Emmanuel Macron exprime, je cite, sa très grande préoccupation. L'Union européenne menace Minsk de nouvelles sanctions. Décryptage, Mathieu Boisseau, Alain Locasio. Elles sont les nouveaux visages de la mobilisation d'une ampleur inédite contre ce pouvoir tout juste réélu. Quel juge autoritaire. Nous sommes pour la paix, scandent ces femmes, vêtues symboliquement de blanc, dans les rues de Minsk, la capitale. Depuis la victoire dimanche du président Alexandre Loukachenko pour un 6e mandat, ceux qui dénoncent les irrégularités du scrutin subissent la brutalité des forces de l'ordre. 7000 arrestations, 2 manifestants morts, d'après un bilan encore incertain. Moi, c'était il y a 2 jours. Je ne faisais rien d'illégal. On m'a dit de m'allonger et ils ont commencé à me battre. Devant cette prison, des familles réclament des nouvelles de leurs proches, interpellés et disparus. Je ne sais pas où est mon petit-fils. Il a été arrêté dimanche. Depuis, on le cherche, mais on ne le trouve pas. Le président, lui, reste inflexible, même quand son allié russe ne le défend plus ouvertement, même quand l'Union européenne promet des sanctions. Selon cette spécialiste, ses habituels soutiens dans la population sont pourtant de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, on a des ouvriers qui se mettent en grève, des ouvriers d'usines d'État, donc des médecins également. Donc est-ce que la mobilisation va être, on va dire, multisectorielle et surtout est-ce que les forces de l'ordre vont être dans la défection, ce qui bien évidemment pourrait entraîner un changement de pouvoir. Mais la question c'est qui pourra prendre le relais. L'opposante principale lors de la dernière élection a en effet quitté le pays, menacée selon ses partisans. Elle avait pris la tête de la contestation quand son mari a été emprisonné. Il y a 20 ans, presque jour pour jour, sombrait le Koursk, ce sous-marin nucléaire fleuron de l'armée russe. 108 marins tués dans l'explosion accidentelle d'une torpille. À l'époque, le président Poutine venait tout juste d'entamer son premier mandat. Pour les familles des victimes, sa gestion de la crise fut un fiasco. C'est notre séquence derrière l'image avec Alban Mikosi, Laura Tossiti et Alla Chevelkina. La photo a tout juste 20 ans. Vladimir Poutine affronte sa première tempête. Cela fait quelques mois qu'il est président de Russie et ce soir-là, il est très attendu par les familles des marins du Koursk. Il doit répondre à 2 questions. Comment 118 hommes sont morts? Qui est responsable? Le Koursk est le plus moderne des sous-marins russes, grand comme un terrain de football. C'est le fleuron de la dissuasion nucléaire. Mais ce 12 août 2000, 2 explosions retentissent et il coule à 80 km à peine des côtes. Les opérations de sauvetage seront autant de fiascos. Le sous-marin envoyé à son secours n'a pas assez de batterie et puis il est endommagé. C'est finalement un submersible norvégien qui accède au Koursk. 10 jours trop tard, les marins sont morts, pour certains faute d'oxygène. Vous avez si peur pour vos épaulettes. Enlevez-les immédiatement et allez vous suicider. Les femmes de marins se révoltent, elles demandent des comptes aux autorités. C'est dans ce contexte qu'arrive Vladimir Poutine. Au centre de l'image, la veuve du commandant garde une certaine dignité. Quelques minutes plus tard, elle reçoit le président dans son logement. C'est un choc. Tout est vétuste. Le dénuement de la marine russe est flagrant. Vladimir Poutine vit ces heures comme une humiliation, d'autant que ces images sont diffusées dans le monde entier. Il n'assistera à aucune des cérémonies à la mémoire des marins, mais va confier l'enquête à un proche. Le procureur Oustinov, maître dans l'art de protéger les autorités. La version officielle sera l'explosion d'une torpille endommagée aggravée par des mauvaises décisions de l'équipage. Le Kremlin laissera courir d'autres rumeurs, comme celle d'une collision avec un navire de l'OTAN. Vladimir Poutine n'en dira jamais plus. Les familles ont reçu 10 ans de salaire par personne décédée et de nouveaux logements en échange de leur silence. À l'étranger toujours, la Californie, une nouvelle fois touchée par de violents incendies. Des centaines de maisons ont été évacuées hier au nord de Los Angeles. Le feu a détruit 4000 hectares, plus de 300 pompiers ont été mobilisés. Retour en France, il n'y a plus ce soir aucun département en vigilance canicule.
L'épilogue d'un nouvel épisode de forte chaleur qui ont des effets dramatiques sur nos forêts. La sécheresse tue les arbres, des milliers d'hectares de chênes, de hêtres, d'épicéas meurent de soif. Une catastrophe écologique, comme nous l'expliquent Denis Sébastien et Philippe Fivet. Ils sont desséchés comme foudroyés. Dans la forêt, leur silhouette squelettique accroche le regard. Il y a à peine 2 semaines, ces arbres étaient encore verts. Les agents de l'ONF découvrent l'étendue des dégâts tous les jours. Donc là, c'est un aspect particulièrement spectaculaire sur l'épicéa, mais on a des dépérissements sur le sapin, sur le hêtre. Responsable donc, la sécheresse et un insecte, le scolite. On a un insecte subadulte qui est ici. Il prolifère en profitant de l'état de faiblesse de l'arbre qui manque d'eau. Son mécanisme de défense, quand il est en bonne santé, c'est d'essayer d'engluer les insectes avec la résine, avec de la résine. Mais quand ils sont en situation de stress hydrique, ils ont très peu de circulation, donc ils n'arrivent pas à réagir. Près d'un tiers de la forêt est atteinte sur ce secteur du massif du Jura. Alors les forestiers tentent de faire face. Et il y a urgence. Pour limiter l'expansion de la maladie, ils abattent les arbres morts dans les zones les plus touchées. Le bois atteint par le scolite sera vendu pour être transformé en palettes plutôt qu'en bois de charpente. Les bois scolités perdent environ la moitié de leur valeur marchande, donc il est également urgent de les vendre très rapidement pour garder un bénéfice sur la forêt aux communes. Plus bas dans la plaine, ce sont les feuillus qui souffrent de la canicule. Dans cette forêt, les chênes et les hêtres affichent parfois déjà des couleurs d'automne, avec plus d'1 mois d'avance. Donc là, on a un plant qui est en train de se protéger de la chaleur en réduisant sa masse foliaire. Mais c'est tôt en saison et donc le risque, c'est que cet arbre ait moins de réserve pour passer l'hiver et redémarrer au printemps prochain. La succession d'étés très secs fragilise les arbres, dont certains ici ont plus de 150 ans. Les gestionnaires de la forêt s'interrogent, la nature pourra-t-elle s'adapter ou faut-il envisager de changer les espèces ? Naturellement, les arbres ont évolué avec le climat au fil des siècles, mais à des échelles très longues. Aujourd'hui, il faut que la forêt réagisse à des échelles beaucoup plus courtes, et c'est ce qui va poser problème. Mais effectivement, ça peut passer par une modification soit des essences, soit de l'origine des arbres que l'on va implanter localement. Donc des arbres naturellement plus adaptés à résister à la chaleur et à la sécheresse. Les effets de la canicule n'ont en tout cas pas fini de se manifester. On estime qu'après un été chaud et sec, la forêt reste vulnérable pendant 3 à 5 ans. Cet été, vous êtes invité à faire preuve de patriotisme touristique. En clair, privilégier une destination dans l'Hexagone. Et pourquoi pas des vacances tout près de chez vous. Vous allez le voir, il y a parfois de jolies surprises à quelques kilomètres du domicile. Clément Pravaz, Soigny Thiebaud et notre bureau à Bordeaux. Se dépayser à côté de chez soi. Pour ces vacanciers, pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres. Regardez-moi cette petite bulle. Ils ne sont qu'à 1 heure de chez eux, en plein cœur de la forêt de Fontainebleau. Le couple va passer la nuit perché à 20 mètres dans les arbres. C'est trop beau! Après l'effort, les mots viennent à manquer. C'est chouette. C'est magnifique. L'épidémie de coronavirus et le confinement ont encouragé ce jeune couple à se tourner vers des vacances plus proches. Il y a tellement de beaux endroits à découvrir en France et proches de chez nous que on se dit voilà, faisons les choses simples et souvent, des on choses passe à côté, simples. on veut partir loin et puis en fait à côté de chez nous, il y a tellement de choses à découvrir et à voir. Pendant 2 jours, ils côtoieront les cimes des arbres au plus proche de la nature. Je trouve qu'il y a une belle transformation depuis cette crise sanitaire parce que je retrouve des personnes que j'aurais peut-être pas vues avant et aussi des personnes qui ont encore plus envie de se reconnecter à la nature avec une réelle envie d'être au vert. Avant, c'était plus expéditif et plus dans la consommation. Pour d'autres, les vacances près de chez soi n'ont pas vraiment été un choix. Francis, il boit du pastis. Ouf. Ce couple devait partir en Tunisie, puis en Bretagne, mais a dû se résoudre à passer les vacances dans ce camping de Fontainebleau,
à 2 heures de chez eux. C'est la première fois que j'avais l'occasion de prendre l'avion. Donc voilà, avec mes enfants, on devait faire un mariage tunisien. Donc un peu dégoûté franchement. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Si ces vacances laissent un goût amer à certains, pour d'autres, peu importe l'endroit, tant qu'on s'y amuse. J'aime bien faire du vélo, aller à la pêche, aller à la piscine, jouer avec mes copains. Elles sont chouettes ces vacances? Ouais. Et pourquoi elles sont chouettes? Parce que je profite et je m'amuse bien ici. Les vacanciers de proximité sont en soutien précieux pour les campings qui se retrouvent cette année en grande difficulté sans les réservations des étrangers. On sait très bien que la saison 2020 est une saison qui est blanche. Maintenant, heureusement qu'on a les franciliens qui viennent sur les week-ends et sur des courts week-ends, sur des courts séjours, pour pouvoir combler et remplir nos emplacements. Partir près de chez soi, c'est une tendance qu'observe aussi cette plateforme où l'on achète ses vacances aux enchères. 60% des clients choisissent un séjour dans leur région, contre 20% les autres années. Nos clients préféraient partir 2 fois ou 2-3 fois sur des petits séjours autour de chez eux plutôt qu'une grande fois. À la cime des arbres ou au bord de l'eau, une chose est sûre, cette année, les vacances ne seront pas comme les autres. Destination Europe vous emmène ce soir dans les îles Scilly. Cet archipel britannique est un petit coin de paradis en mer Celtique. Plage de rêve, mer turquoise et microclimat. C'est un peu les Caraïbes, au sud-ouest de l'Angleterre. Anaïs Barr avec Léna Soudre. Selon la lumière et l'heure du jour, l'eau peut être d'un bleu marine, azur ou encore émeraude. Un camailleux de bleu accentué par le blanc du sable. Les îles Scilly, un Éden composé d'îles pour la plupart inhabitées, situées au sud de l'Angleterre. Pour avoir la chance de les visiter, il faut d'abord relever un défi, traverser le brouillard anglais, s'éloigner des côtes et de la grisaille des Cornouailles pour s'enfoncer dans la brume. Ces touristes ont choisi l'hélico, 15 minutes de vol pour enfin voir apparaître ces bouts de terre plongés dans l'eau turquoise. Les plages sont magnifiques, regardez comme le sable est blanc, c'est vraiment beau. J'adore venir en hélico, ça fait peur au décollage, mais une fois en vol, c'est super. Richard Poppy, le pilote, ne se lasse jamais du voyage. C'est une chance. En tant que passager, tu vois ça une fois, mais nous, on le fait au quotidien et plusieurs fois par jour. 2000 habitants, très peu de voitures. À l'arrivée sur l'île principale, seule l'iconique cabine téléphonique rouge rappelle qu'il s'agit bien de l'Angleterre. Car sur la plage, l'impression d'être dans un autre hémisphère saisit de nouveau les visiteurs. J'ai l'impression d'être dans un endroit insensé, comme, je ne sais pas, les Bahamas. Mais on est toujours au Royaume-Uni, c'est incroyable. Bon, l'eau est très froide. Oui, et elle est vraiment très salée. Alors certains préfèrent juste profiter de la vue et d'une bonne glace. On a la plage juste pour nous. C'est ce qui est bien sur cette île. Les hôtels sont pleins, mais tu ne croises pas grand monde. C'est génial, n'est-ce pas les filles? Des îles préservées du tourisme de masse, car le nombre de logements disponibles y est limité. Si sur Terre il n'y a pas foule, en mer en revanche... Ah, à gauche vous pouvez voir quelques phoques dans l'eau. Ils sont assis sur des rochers et quand ils sortent la tête de l'eau comme ça, en fait, ils essaient de dormir. Dans l'eau, 2 phoques gris toutes narines dehors se laissent dériver pour une petite sieste, sous le regard curieux de 2 de leurs compères. C'est drôle, je pensais qu'ils seraient juste à dormir sur les rochers. Je ne savais pas qu'ils pouvaient dormir dans l'eau. C'est vraiment fantastique. Je ne m'attendais pas à voir autant de phoques. En temps normal, sur ce genre de tour, on en voit 3 ou 4 étendus sur une plage.
Mais là, on en a vu, je ne sais pas, 50 ou 60. Jusqu'à 750 phoques viennent chaque année profiter de la douceur de vivre des îles Scilly. L'archipel bénéficie d'un microclimat doux et sec presque toute l'année. De quoi y cultiver un jardin extraordinaire. Abbey Garden est un petit paradis où s'entremêlent 4000 espèces de plantes. Depuis 35 ans, Andrew Lawson façonne et soigne ces fleurs exceptionnelles. C'est une plante centenaire. Elle ne fleurit qu'une fois tous les 35 ans. Et sur le côté, là, des belles de jour. Sa fleur est bleue pendant une journée, puis vire au rose au fur et à mesure. Il aura fallu 200 ans pour donner naissance à ce jardin, l'un des joyaux de ces îles encore méconnues, hors des frontières de l'Angleterre. Une dernière image de football, c'est une première depuis 25 ans. Le PSG jouera les demi-finales de la Ligue des Champions. Victoire 2-1 à l'arraché dans les dernières secondes hier soir à Lisbonne contre l'Atalanta Bergame. Succès qui a déclenché, vous le voyez, des scènes de liesse à Paris. Le club de la capitale affrontera mardi Leipzig ou l'Atlético Madrid pour une place en finale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo, Anaïs Baïdemir, puis votre feuilleton Un si grand soleil, suivi d'une grande soirée placée sous le signe de l'humour, les 30 ans du Montreux Comédie Festival avec Kev Adams en maître de cérémonie. À 13h et à 20h demain pour l'info, vous retrouverez Jean-Baptiste Marteau. Très belle soirée sur France 2. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.